même chose, de l'idée à la concrétisation, qu'est-ce qui se passe, quels sont les problèmes, comment tu t'en sors? Alors, en fait, comme j'ai dit, comme on a shifté de modèle. On était consulting. Après, le jour où j'ai vu le potentiel d'innovation associé dans l'équipe, décidé de dire, bon, alors, vous arrêtez tout ce qui est consulting, et maintenant, 100% de l'énergie va être consacrée à la recherche et développement. Recherche et développement, ça coûte cher, ça demande beaucoup de fonds, et ça ne génère pas de cash. Donc, c'était un pari risqué, arrêter le cash flow du consulting, et miser plutôt sur le développement. Donc, j'étais, disons, là parce que pour un innovateur, pour qu'il innove, il faut un certain écosystème. Donc, il fallait être là avec l'argent, avec les encouragements, avec la patience, pour que eux, l'équipe, en fait, travaille sans penser au salaire de fin du mois. Donc, c'était ça, la prise de risque majeure. Rapidement, on se retrouve avec 2 brevets internationaux. Et on ne savait pas comment opérer, parce que c'est un secteur tout à fait nouveau. Ce n'est pas ma spécialité, il n'y a rien à voir avec les énergies renouvelables. Donc je me suis dit, bon, avant de rentrer et de prendre le risque à 100%, et surtout avec tout ce qui se passait en Tunisie, je suis banquier, je sais que question de levée de fonds ici, les crédits, tout ça, il faut oublier pour une start-up, soyons pragmatiques. Donc j'ai misé sur les angel investors, les personnes physiques en fait qui financent ce genre de projet. Mais il fallait être il faut bien choisir en fait son angel investor, parce que pour un Tunisien qui parle d'un projet en Tunisie, j'étais à Dubaï, pour ces gens-là, je dis ils ne sont pas intéressés. Donc j'ai utilisé la banque en fait. Je sais que la banque ne donne pas de crédit, mais j'ai ciblé des banquiers, la banque où je travaille, comme angel investor. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait deux arguments de taille, 2 angles d'attaque pour motiver ces gens-là. C'est que généralement, ces banquiers-là qui ont 60, 65 ans, une grande partie de ces gens-là ont un rêve qui n'a pas été réalisé, c'est celui de l'entrepreneurship. Donc, le train est passé. Ils n'ont pas eu le courage un jour de faire quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui reste un petit peu. Donc, quand tu viens, tu leur dis, voilà, moi, à cet âge-là, j'ai une idée extraordinaire et je veux foncer, déjà tu as sensibilisé quelque chose. Donc ils deviennent plus sensibles. L'autre argument, c'est que, étant donné, nous on est dans les énergies renouvelables, donc le côté environnement, le côté social corporate responsibility qui est impliqué, l'argument de vente, c'était, ces gens-là sont relativement riches. Donc, beaucoup d'eux, ils donnent chaque année des dons, de la charité et tout ça. Je dis, bon, vous donnez X chaque année. Moi, je vous propose un projet avec, par exemple, 5X, mais si ça marche, l'impact de ce projet va être 1000 fois l'impact que le petit impact de charité. Donc, ça a marché. Les 2 arguments étaient bien synchronisés. Donc, j'ai pu faire une levée de fonds auprès des angel investors là-bas. Dubaï. Donc, et bien sûr, il fallait faire le business plan. Il fallait faire. Le problème, c'était très difficile de faire une valorisation pour un brevet. Un brevet, comme 90% des brevets tombent à l'eau. Donc, vendre un brevet et vendre des cash flows futurs. Et il fallait faire aussi la structure légale, parce que le risque pays, le risque tunisien ne peut pas être vendu, surtout à cette époque-là. Donc il fallait une structure légale, offshore, BVI et tout ça pour motiver ces gens-là. Mais ça nous a, en fait, pendant 7 mois, je travaillais que sur ça. Les présentations, le business plan, les valorisations, il fallait changer 5-10 fois, les paramètres, les assumptions en tout cas. Mais c'était un truc passionnant. Et quand on voyait, en fait, le challenge, c'était mon associé et l'équipe. Le bébé est là. Ils ont créé quelque chose, la valeur. Ils ont inventé. Donc moi,
il fallait justifier en fait mon rôle, dans cette association. Donc il fallait égaliser. Eux c'est 1-0, il fallait un partout. Donc la pression était énorme pour moi pour en fait arriver à lever les fonds et comme ça pour avancer. Alhamdoulilah, au bout de 7 mois, ça s'est concrétisé. On a levé de fonds. Le pari maintenant, c'est de survivre. Bien sûr, les fonds, c'est pour une période. On va survivre pour peut-être 18 mois parce qu'on n'a pas encore de cash flow et on ne va pas avoir de cash flow de sitôt. Donc ces brevets-là, c'est comme le casino. Ça marche ou ça ne marche pas. Si ça marche, ça marche. Peut-être ça ne marche pas, il faut faire quelque chose d'autre. Donc on est toujours, ce n'est pas une success story. Peut-être on n'a pas réussi, mais on a osé. C'est un processus. Peut-être un jour on va réussir, peut-être non. Mais quand on investit, quand on fait un pari sur l'intelligence et l'innovation, peut-être ce brevet-là ne va pas réussir. On a un deuxième, on a peut-être 3-4 pistes. Quand le processus est en marche et quand la structure est là et les gens sont impliqués et ils sont motivés, un coup sur 10 peut marcher. Et donc là, peut-être on va faire quelque chose. Mais on reste confiant. Super. Merci. Alors on passe. Je pense qu'on va juste prendre notre 5 minutes avant d'ouvrir aux questions. Max, il reste un seul retour. Donc quand même, on va laisser la parole à Walid parce que on voit très bien que l'envie, lorsqu'on a l'envie, on est convaincant par rapport aux gens. Ça c'est très important, c'est un point important. Walid, même chose de l'idée à la concrétisation. Comment ça s'est passé Alors, moi, ma vision, elle a beaucoup changé. Mais avant, je veux voir déjà avec les jeunes là qui sont devant nous, qui veut être entrepreneur parmi vous? Qui a une idée? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, ce que ces gens-là sont en train de dire, moi, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui me dise, dans le temps, c'est génial, c'est magnifique, tout marche très très bien. Le faux produit, non, sans garantie. Le BFPME, bien sûr, en un mois, vous avez l'accord. Alors que c'est faux. Alors tout ça, on ne le disait pas avant, alors qu'aujourd'hui on le dit. Donc c'est pas pour vous faire peur, au contraire, c'est pour vous, c'est pour mettre, je pense, les points sur les i, pour prévoir. Là, c'est un peu le parcours du combattant, mais ça fait du bien. Quand on atteint le but après, je vous promets que ça fait du bien. Donc je pense très important. Donc moi, ça a évolué au fait. Au départ, je me suis dit, pas de banque. J'y vais, je fonce, les fameux 5 dinars par jour, pendant 6 mois, on va sortir notre premier produit, on va être millionnaire en un an. Bon, la réalité a fait que, voilà, étudiant, pas possible, mais on a tenté, ça n'a pas marché. Bon, là, je me suis dit, allez, maintenant, bon, et en plus, mon père m'a donné un bureau, donc j'avais pas des frais pour, merci, d'ailleurs, je le remercie, en lui donnant un bureau. Donc ça a évolué, je me suis dit bon allez on attaque et d'ailleurs il y avait les fameux discours donc, de tous ceux qui étaient au gouvernement, le faux produit c'est une dotation à presque 0 intérêt, la BFPME bon c'est un crédit mais un taux très très bas, TMM plus 1 plus 2 c'est génial, et les accords, d'accord vous êtes dans l'innovation et les primes, vous avez des primes 10%, 15% sur plein de trucs, bon on s'est dit allez on en profite, il y a un système, pourquoi ne pas en profiter? Ben c'était oui. Mais ça m'a fait perdre 1 an et demi. Donc heureusement que j'ai continué à travailler en sous-marin. Donc Digital Mania officiellement a commencé à exister en octobre dernier alors que l'idée est venue en décembre 2009. Donc c'est presque 2 ans de sous-marin. Mais au fait c'est une petite anecdote qui va vraiment expliquer tout le truc. Quand j'ai signé le contrat avec le faux produit, donc on a mis 6 mois pour l'avoir, le fameux contrat. Donc on m'appelle de la BFPME, le papier il est prêt. Yes, on y est. Donc j'y vais, il faut juste que tu fasses légaliser ta signature. Bon, on m'appelle vendredi à 5h moins le quart, donc je perds le week-end, j'y vais lundi matin, je la signe, je la ramène à la dame, elle me dit d'accord, je te rappelle demain. Elle me rappelle mardi, 5h moins le quart. Maintenant, il faut aller faire notre signature déposée qui est à la municipalité de la rue d'Athènes. Ok, j'y vais, 5h moins le quart, donc là on est mercredi. Donc j'y vais mercredi, 4 heures à la municipalité Khatr. Toutes les banques de Tunis, elles ont leur signature légalisée à la municipalité d'Athènes. Donc il y a 150 personnes qui avaient avant nous. Donc là, je suis un mercredi après-midi, je leur redonne, il me dit d'accord, il faut qu'on vérifie. Donc il vérifie, il me rappelle jeudi 5h moins le quart. Venez chercher le papier. Maintenant, il faut aller déposer le contrat à la recette des finances. J'y vais, jeudi 5h moins le quart, recette des finances, c'est normal. Vendredi, je dépose, et ben il faut 24 heures. Je récupère lundi. Donc il a fallu 1 semaine pour un papier.
je tiens à rajouter un truc. Le poste le plus important en Tunisie, c'est coursier. Il faut le prévoir. Il faut avoir ça. C'est impératif. Et donc, dans ça, Coursier intelligent, c'est clair. et dans ça, moi, je pense, c'est un point très important. Ça m'a vraiment pourri la vie parce que je ne pensais plus à mon projet, je pensais à la paperasse. Donc, si je n'avais pas de voiture, moi j'ai travaillé avant et j'ai payé ma voiture moi-même. Donc, c'est les 5 ans de Tunisia Games qui m'ont permis de m'acheter ma propre voiture. Si j'avais pas de voiture, comment ça aurait été? Si je n'avais pas d'autres trucs à côté où je travaillais, je faisais des petits sites web, des petites applications, je le dis, au black, je le faisais, moi, en tant que Willy, je le faisais pour pouvoir me payer ces petits trucs-là. Les autres, comment ils... On connaît plein de jeunes. Il y a plein de jeunes qui sont là. Et je pense que c'est l'objectif de ce genre de panel, c'est vraiment de mettre ces petites choses-là. Ok, sur le papier, c'est génial. Il y a des primes, on vous rembourse 10% de l'investissement global, on vous donne 50% de primes sur l'étude, et mais après, si on galère pour les avoir, c'est pas possible. Moi, je ne les ai jamais demandé. Moi, on me les promet, mais d'ailleurs, je ne vais pas les demander. Donc, réussir en Tunisie, c'est réussir partout dans le monde. C'est ça, c'est exactement ça, hein. C'est exactement ça. Donc, bon, mais ça reste quand même quelque chose qu'il faut faire. Si vous avez une idée, allez-y. Si on vous dit non, vous dites oui quand même, vous tapez sur le truc. Vous allez trouver un guichetier qui va vous dire non, arja rodwa. Et vous dites non, je ne reviens pas demain, je reste ici, je dors ici, je vais avoir mon papier aujourd'hui. C'est une bataille, hein. Je vous le dis, quand je dis c'est le parcours du combattant, c'est vraiment le parcours du combattant. Mais après, ça fait du bien. Le jour où j'ai eu le batin de Digital Mania SARL, c'était quand même 2 ans. Ça devrait être le premier papier qui devrait exister pour pouvoir commencer à travailler. Bon. Après, donc, ça évolue. Donc, en ce qui concerne le financement, j'ai fait appel donc, à ces procédés-là, donc à Faux Produits, BFPME. Je n'ai ni SICAR ni banque à côté. Apport personnel, je me suis débrouillé avec les amis, la famille. Et voilà, je suis endetté jusqu'au cou et on verra où est-ce que ça va mener. Bienvenue au club des entrepreneurs. Voilà. Et je vous souhaite bientôt à tous la bienvenue aussi. Il n'y a pas une personne qui n'est pas aussi endettée que toi. Voilà. Alors, merci beaucoup. Ramzi, on va refaire encore une fois le retour tout à l'heure. 3 minutes. Encore 3 minutes. Alors, Ramzi, de l'idée à la concrétisation, comme tout le monde, comment ça se passe? Je vais essayer d'être bref. En fait, on a eu l'idée, on a démarré le business plan et on a fait la prospection. Donc bon, au début, on a fait la prospection un peu à l'international. On était un peu partout pour voir les potentiels clients. Donc le business plan, ça ne sert à rien si on n'a pas fait au moins le minimum de prospection, parce que c'est là où on a une idée de ce que le marché est prêt à payer et prêt à travailler avec vous. Au moins dans mon cas. Après, ça dépend des produits, ça dépend de ce qu'on fait. Mais business plan, prospection. Ensuite, on a démarré la société qu'une fois qu'on a eu un feedback positif à partir des prospections. Alors, toujours, il va y avoir des changements. En 6 mois, on a eu 18 versions du business plan. Donc ça change, ça évolue, et ça s'adapte. Alors, une fois qu'on a fini la prospection, l'idéal, c'est de faire le financement avec la prospection. Au moins un engagement, même si ce n'est pas un contrat écrit, signé par le client, au moins d'avoir un engagement quelconque du client avant de prendre le financement ou de mettre le financement vous-même. Une fois qu'on a ce financement initial, il faut voir, ça va dépendre du business plan. Si le business plan, on peut faire avec son financement, tant mieux. Mais dans beaucoup de cas, on va avoir besoin de financement. Et dans ce cas-là, il faut aller chercher le financement. Tunisie, à l'étranger, c'est toujours difficile de chercher du financement. En fait, c'est facile et difficile. Ça dépend des contraintes que nous, on se met. Par exemple, est-ce qu'on aime les SICAR ou pas? La même chose pour les banques. Est-ce qu'on veut travailler avec les banques ou pas? Est-ce qu'on veut avoir des prêts ou des partenaires? Toutes ces questions, il y a un choix personnel. Ça, c'est à vous de décider si
vous préférez avoir un partenaire aussi. Il y a un partenaire industriel et un partenaire financier. Ça, c'est différent. Chacune a des avantages et des inconvénients. Et ça peut évoluer dans le temps. Hein. Mais ça évolue, c'est pas que ça peut, ça changer. évolue dans le temps. Par exemple, les SICAR, ils sont là, ils rentrent, il y a des contraintes, mais après ils vont sortir. Donc peut-être que vous avez une chance après de racheter ce que eux peuvent vous vendre. Excusez-moi d'interrompre, mais c'est pas juste un choix personnel, c'est un choix technique, parce que dépendamment de la phase de l'évolution de la société, il y a un partenaire à chaque phase. Ça c'est vrai. Donc, ça, c'est en général aussi, je représente les banquiers qui nous et l'idée d'ailleurs, c'est pas pour les défendre, mais en fait, j'espère que j'aurai la chance de pouvoir changer de voie dans mon secteur. Mais il ne faut pas demander non plus à une banque d'aller financer des greenfields ou des SICAP. Tout à fait. Donc ça, Tout à fait. Il y a des fonds qui sont des SICAP, qui sont greenfields. Tout à fait. Donc, pour des années en arrière, et d'ailleurs le résultat des 5000, parce qu'ils n'étaient pas actifs, quand ils existaient, ça fait des années. Et donc, pourquoi encore? Parce qu'ils appartenaient à des banques. Et donc, les banques voulaient faire fonctionner les SICAR comme le même style de banque. Donc, c'est toujours le conservatisme extrême de chercher. La chose la plus facile, c'est d'aller chercher les garanties. Parce qu'on n'a pas d'analystes de crédit qui sont capables d'analyser les potentiels de marché. Parce qu'on n'a pas des gens qui sont dans le risk management qui peuvent évoluer un business plan par secteur. Donc, ce qu'on fait, c'est facile, on cherche la garantie. Et voilà, et on prend la marge, il y a la marge de crédit qui est incluse dans le taux d'intérêt, qui n'est pas justifiée aujourd'hui. Si on prend 100% de garantie, pourquoi on prend cette marge? Ouais, Alors, merci. Si vous voulez, on va en Oui, parler oui, tout à l'heure, oui, c'est important parce que... C'est juste pour 2 secondes, juste pour dire que le système il est un peu rigide un peu partout. Parce que derrière les banques aussi, il y a une banque centrale qui exige un certain niveau de garantie aussi, dont les banques ne peuvent pas s'en dépasser. Là, je m'arrête Oui, là. Merci. bon, Merci, on va en parler. merci pour la correction. En fait, quand je dis ça, bien sûr, par exemple, on a essayé de lever de l'argent des SICAR, pas en Tunisie, mais à l'étranger, un peu tôt. Tout de suite, ils m'ont dit, écoutez, nous, on ne va pas financer une société qui n'existe pas encore ou qui n'a pas encore des clients ou qui n'a pas encore de revenus, etc. Donc c'est clair qu'il y a des choix après, mais parfois on n'a pas le choix, ou il y a moins de choix. Mais bon, je parlais plutôt, par exemple, dans notre état actuel pour la société, on avait le choix entre 3 et là, on a dû choisir. Mais c'est vrai que par rapport au state of life of the company, il y a des moments où on n'a pas le choix. Bref, donc on a passé le financement. Une fois on a le financement, il faut faire super vite. C'est là où on met tout le paquet pour avoir un peu de revenus, minimum de revenus. Bien sûr, si c'est plus, c'est plus. De garantir la clientèle et essayer d'aller à un autre milestone. Donc c'est là je m'arrête là pour la partie, les étapes de la création et de la mise en place de la société. Dernier, encore 3-4 minutes maximum parce qu'on va essayer de... Mais je pense que plein des sujets vont sortir à travers Ouais, les tu peux questions. laisser, Alors, peut-être qu'on commence avec les Ouais, questions ouais. et tu peux Si- guider un peu les thèmes des questions. D'accord, bon, d'accord, ok, d'accord. Peut-être que les étudiants voulaient commencer, ce serait intéressant de voir peut-être vos idées, comment vous voyez, est-ce que ça vous inspire, est-ce que ça vous donne des idées, est-ce que vous avez des questions à travers vos propres idées que vous avez. Allez-y. Il faut leur donner le micro, je pense. D'accord, je commence par me présenter. Je m'appelle Emna Gebri, je suis étudiante ici en première année. Et ma question est pour Monsieur Ramzi Frih. Vous avez parlé des différentes startups que vous avez commencées. Et ma question est, pourquoi, selon vous, selon votre expérience, pourquoi avez-vous échoué où est-ce qu'il y avait des... Ok. Où est-ce qu'il y a eu... Ok. Merci. Vous savez, on dit qu'au moins, je ne sais pas en Tunisie, mais aux États-Unis, on dit qu'on a l'idée pour commencer une société, on a une chance sur 1000 de réussir. Une fois qu'on démarre, on a une chance sur 100 de réussir. Une fois qu'on a des revenus, on a une chance sur 10 de réussir, etc., etc.
Donc les probabilités diminuent, le plus on avance et le plus on a de succès, eh bien, où on atteint les milestones. Pour répondre à votre question en particulier, les sociétés où on a échoué, principalement, le premier c'est l'équipe. Ça, si on a une bonne équipe, mais une excellente équipe, on ne va pas échouer. Ça, c'est impossible presque. Okay, sauf si bien sûr il y a des environnements impossibles, comme par exemple avant la Révolution, la Banque centrale nous a arrêtés, là il n'y a rien à faire. On est allé toutes les portes, tout, mais il n'y avait absolument rien à faire, il faut attendre jusqu'à ce qu'on ait la solution. Donc parfois l'environnement, à part l'équipe, il y a aussi le marché et comme j'ai dit tout à l'heure la prospection, c'est-à-dire que une des sociétés où on n'a pas réussi, c'était pas un échec total parce qu'on a quand même vendu la société, on n'a pas gagné, mais on n'a pas non plus fermé la société. Mais elle n'a pas cartonné la société et on a dû la vendre. Là, l'échec c'était plutôt notre vision de notre cible, le client qu'on ciblait, le produit qu'on a développé, qu'on a créé et développé. C'était un produit pour faire la police en interne, c'est-à-dire c'était un produit pour que la société mesure la performance de leur réseau, de leur qualité. Et là, il y avait un problème politique interne dans comment moi je vais acheter un bâton pour battre mes propres employés, si vous voulez. Voilà, ça aurait dû marcher en Tunisie. Mais ça, c'était le ciblage, c'est-à-dire qu'on n'a pas bien ciblé notre potentiel client. Les autres, c'est tout, c'est ça. Pour moi, c'est l'équipe et le ciblage. Après, quand je dis ciblage, ça peut être c'est pas le bon client ou c'est pas vraiment, elle n'a pas de valeur, ce que vous voulez vendre n'a pas de valeur, ou bien aussi votre business model, c'est-à-dire que vous pensez que ce client va payer 100, mais en fin de compte, il va payer 10. Et ça, tout votre business model tombe dans l'eau parce que à 10, vous n'êtes plus rentable. Donc voilà. Je vais faire un commentaire. Oui. Je voudrais rebondir sur cette question et cette remarque pour dire que l'un des problèmes fondamentaux qu'on a en Tunisie, c'est que nous ne tolérons pas l'échec. Alors qu'aux États-Unis, il n'y a pratiquement jamais d'entrepreneurs qui ont réussi qui n'ont pas fait au moins un échec, voire plusieurs échecs. Et en fait, tout l'écosystème favorable et propice à l'entrepreneuriat mérite d'être analysé, amélioré et corrigé. Et c'est sans doute la responsabilité de chacun d'entre nous, de tous les stakeholders, pour pouvoir aspirer à ce que dans quelques années, on ait un écosystème plus favorable. Mais il faut vous dire que ailleurs, et en particulier dans le paradis de l'entrepreneuriat, les États-Unis, on encourage l'initiative, la prise d'initiative, tout en sachant qu'il y a un risque conséquent d'échec. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas encore le cas en Tunisie, mais gardez ça en ligne de compte. L'entrepreneuriat n'est pas comme le débat qui était tout à l'heure entre les SICAR ou ce que j'appelle les faux venture capital et la banque. Tout notre système financier de la Banque centrale et de tous les acteurs financiers n'encourage pas ça. Mais il faut quand même être entreprenant, il faut quand même être dans l'initiative et dans l'entreprise, quitte à ce qu'il y ait un échec. Et en réalité, il m'arrivait de dire, je suis rentré en Tunisie il y a longtemps de ça, il m'arrivait de dire que plus on est jeune, plus on doit être risk taker. Donc à la limite, il faut mieux essayer de s'en lancer le plus jeune possible, au risque d'échouer une première, voire une deuxième fois, pour que plus tard, quand on est plus avancé dans l'âge, ou avec des enjeux économiques plus importants, on aura appris des échecs préalables pour affiner donc la démarche. Alors, d'autres questions? Probablement. Hein. On va passer aux jeunes. Je suis certain qu'ils vont trouver une question. Les jeunes entrepreneurs. Alors, je me présente, Mohamed Talbi, je suis étudiant à l'ISG Tunis. Donc, je suis sur un projet dans le cadre de SAFE, Entrepreneurship.
Et je pense que le problème principal des jeunes entrepreneurs, c'est le branding. Donc lorsqu'on est à la recherche de partenaires, donc on n'a pas de branding, lorsqu'on arrive chez quelqu'un pour présenter le projet, la première réaction c'est « t'es qui ? Tu viens de la part de qui ?» C'est avant tout ça. Même si le projet il est innovant et il a beaucoup d'opportunités d'aboutir, on n'a pas un background sur lequel nous appuyer. On manque d'organismes de soutien pour les jeunes entrepreneurs. Mais si je peux répondre, je parle pour moi-même. Je ne pense pas que c'est vrai. Je pense que le tout, c'est comment vous êtes prêt et comment vous vous sentez. Parce que la confiance que vous avez en soi, ça se transmet. Donc, oui, donc si vous me présentez un projet et je regarde ce que vous me transmettez, vous êtes certain que ce projet va réussir. Comment parler? Si vous êtes certain que vous êtes, même si c'est pas vrai, mais dedans, vous êtes convaincu. Après, c'est pas garanti, il n'y a pas de garantie. Mais si vous êtes convaincu de votre idée et vous êtes bien préparé, parce que je pense, moi ça fait pas longtemps que je suis là, mais je vois j'ai un ingénieur qui est brillant, mais je l'ai mis à côté d'un collègue qui était avec moi aux États-Unis, je l'ai ramené ici, un Américain qui travaille à Microsoft, et quand il parlait, il était à égalité, il n'y avait aucune différence. Mais cet ingénieur tunisien, c'est quelqu'un qui lit le soir, il ne rate pas une seconde ou une technologie qu'il n'a pas lue, qui ne s'est pas inspiré, etc. Donc lui-même, même s'il n'est pas entrepreneur, il est tellement bien préparé et il est tellement convaincu de ce qu'il fait, ça se transmet. Donc vous, si vous voulez vraiment qu'on vous prenne au sérieux, c'est pas parce que vous avez 15 ans d'expérience ou vous étiez aux États-Unis ou n'importe. C'est parce que vous êtes convaincu de ce que vous êtes en train de faire. C'est surtout le premier contact. C'est ça le premier contact. On n'arrive pas à entrer en contact avec les gens auxquels on a besoin. Vous savez, aux États-Unis, j'ai fait une levée de fonds, j'ai vu 115 venture capital. 115. J'ai passé 3 mois entre les avions et le train et la voiture. 115 pour avoir un qui me dit oui. Au bout du 40e, mon partenaire était tombé. Il ne pouvait plus. Il pleurait pendant une demi-heure. Et bon, je ne vais pas parler de moi-même, mais c'est super dur. Mais il ne faut pas lâcher et il faut être convaincu. C'est surtout soi-même. Et pour en faire des produits à usage décoratif. Donc ça part de rien et ça a eu des revenus colossaux. Donc voilà, bon. En gros c'est ça. Merci. D'autres questions? Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'organisme qui encourageait. CJD a commencé, maintenant il y a le réseau Entreprendre qui vient d'être né et je pense qu'il faut s'appuyer dessus aussi parce qu'il... Tout à fait. Mieux encore, et ça adresse un peu une partie de l'interrogation de monsieur. C'est que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, l'État et les agences du gouvernement avaient le monopole des structures de soutien à l'entrepreneuriat. Or, l'État et les agences du gouvernement ne sont pas les plus habilités pour être en soutien. Et depuis la Révolution, le grand mérite en Tunisie, et notamment avec Napéo, avec Saïf, avec Mehdi, c'est qu'on voit de plus en plus des institutions de la société civile ou peut-être d'autres mécanismes de partenariat public-privé ou peut-être des initiatives du secteur privé, un peu comme Carthage Business Angels, qui arrivent dans cette problématique. Et à mon avis, le secteur privé et la société civile apporteront une meilleure dynamique. Parce que n'oublions pas, à mon avis, personnellement, ce qui a handicapé essentiellement le développement du partenariat et ses conséquences positives sur la création d'emplois, c'est que quand vous arrivez en tant qu'entrepreneur avec tout ce que cela a comme potentiel et promesses rémunérateurs, et que vous avez affaire à un bureaucrate, un monsieur qui travaille dans la fonction publique, avec les salaires qu'il a dans la fonction publique, il n'y a pas, psychologiquement parlant, une incitation d'une attitude positive avec tout ce que cela signifie.
je voulais savoir, d'après vos expériences, est-ce que on peut commencer plutôt notre projet juste après avoir fini nos études, ou c'est plutôt est-ce que le manque d'expérience contribue à l'échec d'un projet? Est-ce qu'il faut avoir un minimum d'expérience avant de commencer son propre projet, ou c'est... Je peux répondre? Qui veut répondre? Je prends. Tu as envie de... Je suis en plein dedans. Merci. Commence le plus tôt possible. Moi, c'est ce que je te recommande. Je te conseille rien. Je te recommande de commencer le plus tôt possible. Après, toute bonne idée, elle a son moment où il faut la démarrer et le moment où elle va exploser, où elle va réussir. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai eu l'idée, je l'ai fait Blocks, tout de suite. Après, il y en a qui veulent entrer dans le domaine, l'apprendre pour minimiser un maximum les risques d'échec, etc. Tu peux le faire en même temps. Ça veut dire essayer de commencer à développer ton idée dans le secteur, voilà, dans l'activité, voilà. Si elle existe, hein. Si elle n'existe pas, après, de toute façon, tu n'as pas le choix, il faut commencer. Et commencer à la développer, donc intégrer une structure qui, elle, contient, bon, ne pas voler le truc industriel et tout, mais il faut rester très correct aussi par rapport à ça, mais garder ta petite idée en tête et essayer de la faire développer au fur et à mesure. Mais moi, je te dis, commence tout de suite. Je ne sais pas ce que mes amis en pensent, mais... Ben moi, je trouve qu'en Tunisie, c'est ce qui manque par rapport aux États-Unis. Enfin, si on pouvait, les juniors entreprises, développer ces projets parallèlement à ces études, c'est l'idéal, quoi. Vendre je sais pas, créer un journal d'étudiants, le vendre, enfin, faire ce genre de trucs qui permettent, en fait, de se roder, de comprendre ce que ça veut dire gestion d'entreprise, etc. Faire face aux fournisseurs, aux clients. Faites-le, quoi, quelles que soient les conditions, même si c'est pour jouer. Je pense que c'était ton cas, nous, quoi. C'était tout à fait le pour cas. S'amuser. On avait nos études de 8h à 17h, et après, de 17h à pas d'heure, c'était sur le projet. Donc, c'était sur le projet pour le faire évoluer, et rebelote le lendemain, 8h, 17h. Et après, bon, c'est un choix, hein, c'est un choix de vie, là, où tu fais entrepreneur, ça te colle à la peau après toute ta vie. Hein. Juste pour ajouter, je pense que vous avez la réponse vous-même, en fait. Et il faut que vous sentiez à l'aise avec ce que vous allez faire. Et ça dépend de l'envie, parce que l'envie, c'est de le faire tout de suite. Ben, il faut le faire. Mais là, aussi, je pense, vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, quand on a le plus d'expérience on a, le plus on connaît les risques, et le moins on a envie de le faire. Donc, d'un côté, c'est bien parce que c'est bien de commencer tôt, parce que en fait, c'est l'inconscience qui fait ça. C'est parce qu'on n'est pas conscient du risque et donc on se lance et ça nous permet d'aller plus loin que les autres. Ben, si vous regardez, Bill Gates, il a commencé, il n'avait même pas son diplôme. Steve Jobs, la même chose, etc. Donc l'idée, c'est que d'abord, il faut que vous vous sentiez à l'aise, mais aussi, on a moins d'expérience. Donc on peut se tromper beaucoup plus, mais aussi on ne connaît pas le risque, donc on peut lancer beaucoup plus facilement. Donc il y a le plus et le moins, mais c'est à vous de comment vous vous sentez, je pense. Hein, ça, c'est... Une autre remarque, c'est que... je continue, il n'y a pas de problème, je vais te passer. Mais ils m'ont posé la question, quel était le projet. Moi j'ai commencé dans le textile depuis très longtemps, mes grands-parents, etc. Mais ils m'ont posé la question, dans le textile, comment tu as commencé? Je dis non, c'est pas du tout dans le textile. J'ai commencé, j'étais interne à l'école, et ma première affaire c'était de vendre du pain de maison, khubzdar. Et comment ça s'est passé? Comme j'étais interne, je partais dimanche à l'internat et j'emmenais avec moi mon pain de maison. Et quelqu'un le mangeait et disait c'est très bon. Et je me suis dit c'est très bon, pourquoi je ne lui vends pas hein? Et je rentrais à la maison la semaine d'après, je disais à ma grand-mère s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un pain de plus? Et j'allais à l'école, je disais bon c'est 100 millim. Et après je disais 200 et ils les ont achetés. Et après, un jour, ma grand-mère me dit, attends, je suis pas une machine, moi. La première fois, je faisais 2 pains, après, je commençais à faire 10 pains, c'est trop. Donc, c'est comme ça que l'idée peut commencer très tôt, à commencer à faire quelque chose dès l'université. Pourquoi attendre? Ça peut débuter par une idée toute...
Parce qu'il y avait un copain qui n'arrivait pas à boucler ses fins de mois, il était vietnamien. Et on a transformé la piole en... Tout à fait. Rien de commencer à organiser la vente. Oui, tout à fait. On a vendu et on lui a ramassé 1500 francs à l'époque, c'était génial. Donc allez-y, allez-y. Hein? Deux questions de plus et après on peut continuer. En fait, votre question aussi soulève la problématique en Tunisie de la qualité de l'enseignement. Et c'est pour cette raison qu'il y a un effort national de révision de cette qualité au sens du meilleur niveau d'employabilité ou du meilleur niveau d'esprit d'entreprendre. Beaucoup de gens ont contesté ces dernières années que notre société, dans sa dimension enseignement ou éducative, produisait aussi une génération d'assistés. Mais là encore, on est dans une dynamique favorable, et notamment après la Révolution, parce qu'il y a une volonté de tous les stakeholders pour revoir et améliorer la qualité de notre système éducatif, mais également, il y va de vous-même, les jeunes, d'être entreprenants. Comme Abdelaziz citait son exemple, vous pouvez vous renseigner sur Internet et vous trouverez qu'en Amérique du Nord ou dans pas mal de pays européens, croyez-moi, les jeunes de votre âge, ou à peu près, ne passent pas 3 mois à ne rien faire pendant l'été. Et j'en ai connu, et j'avais votre âge, et pourtant c'est des jeunes qui sont fils d'archi-milliardaires qui pourraient acheter la moitié ou même 2 fois la Tunisie, mais qui travaillaient pendant 2 mois et 2 mois et demi, et ne prenaient que 2 semaines, 3 semaines de vacances. Le reste, ils étaient en train de préparer ou d'enrichir leur expérience et de préparer leur carrière, de sorte à ce que... Donc la question n'est pas est-ce que je démarre tout de suite ou j'attends pour acquérir l'expérience. Bon, en théorie, oui, ce serait intéressant d'avoir un temps soit peu d'expérience par rapport au projet, mais rien ne vous empêche d'engager cette acquisition d'expérience en temps masqué pendant le parcours ou les classes terminales. Et je finis par dire que dans le cadre du board PNB NAPIO en Tunisie, nous avons réfléchi sur toutes ces problématiques. Et parmi les projets que nous avons préconisés et qui est bien avancé, c'est un projet qui s'appelle FECRA, qui consiste à encadrer des étudiants en phase terminale dans la phase de finalisation du business plan et même du lancement de l'étape initiale. Et c'est quelque chose qui peut-être verra le jour aussi à MSB bientôt. Merci. Une dernière question? Les étudiants avant, les étudiants. Bonsoir, ma question est pour Madame Selima. Alors, dans le monde du business, est-ce que vous avez eu des problèmes à vous imposer en tant que femme? Et si oui, comment vous avez fait pour surmonter ces difficultés? Je pensais que non. Je pensais que la Tunisie était un pays où la femme était l'égale de l'homme. J'étais partie comme ça étudiante, je suis revenue et en fait la réalité est tout autre. Quand on arrive déjà sur le marché de l'emploi, l'homme a une voiture de fonction, la femme n'en a pas, à poste d'égal, donc ça déjà blanc. Et puis après, en tant que femme, on a l'impression qu'on est secrétaire. Déjà, maintenant, celle qui prend les PV de réunion, c'est toujours la femme. Et donc en fait, ça se répercute aussi même au niveau du chef d'entreprise. Mais bon, là, on a une position plus forte, donc on est chef d'entreprise dans la tête, donc on s'impose et généralement, quand on s'adresse à tous les organismes d'État, ils nous prennent pour une secrétaire, voilà. Maintenant, ça, c'est d'emblée, donc il faut toujours se repositionner. Je connais qu'un type, je crois, par exemple, moi je l'ai eu, la douane, les nomenclatures douanières, non, vous vous êtes trompé. Le code en douane dit ça. Qui es-tu, toi? Je sais, qui es-tu? Prenez et vérifiez. Donc ça, c'est permanent. Mais bon, je pense qu'on fait avec. C'est comme en fait quand on marche dans la rue, le regard des hommes, on ne le voit plus à un certain moment. Je suis désolée. Quand ça ne vous intéresse pas. Bon. Non, mais bon. À force. On va.
Et avant, on monte une autre question. Il y en a deux. Rapidement, et on termine avec ça. Très vite. It's not a question, it's a comment. Thank you very much for the interventions. I wanted to say one thing. I saw MIDI, PNB, MSB. I was expecting something in English. We said that we have to become trilingual. If we cannot start here this change, we will not start it anywhere. So I'm a little bit disappointed because this conference was done in French. Why didn't you speak up earlier? Yeah. Why didn't you speak up? The majority went for French. Elias Jribi. I'm an entrepreneur. I work for France, by the way. It's easier for me to speak English than it is. I broke my head to speak in French. And now you tell me to do it in French. That's a very good point. That's a very good point. Très bien. Bon, je vais poser ma question en français. En fait, vous avez dit qu'il fallait juste être convaincu de son projet. Et on peut être convaincu de son projet et ne pas réussir. Donc comment faire pour minimiser les risques en fait? Essayez. Tout à fait. Business plan. Il faut utiliser D'accord, comme le tien. Ça va, on a un peu l'anglais. Mais pour quelqu'un qui garde encore les réflexes d'un banquier, je suis plutôt averse au risque. Donc, question, pour revenir, son point c'était, question, la conviction se traduit par ce transfert d'émotions. Donc, parfois, surtout pour les startups, le business plan, c'est un truc très subjectif, parce que il n'y a rien encore. C'est une histoire qu'on veut en fait vendre. Donc, tout le monde peut dire, wow, ça c'est non, ça je suis pas convaincu. Mais quand tu arrives à vendre l'émotion, à vendre l'idée, à vendre ce feu qui est en toi et qui va un petit peu bouleverser la personne qui est en vous, dit, bon, peut-être là, parce qu'on sait statistiquement que les grandes œuvres ou les grands projets ont commencé ainsi, par les garages, par les trucs. Donc, il y a toujours une petite probabilité que ça marche. Il faut oser, il faut... Le risque est là. Bon, moi, je préconise, bon, en fait, j'encourage ce qui est au moins un minimum d'expérience et tout ça pour avoir une idée plus claire. Mais c'est vrai que c'est un dilemme, parce que le plus on avance, plus on devient averse au risque. Mais le truc à l'américaine, you have to fail quickly. Donc, essaie, même si ça ne marche pas, il faut refaire et puis ça ira. Il faut avoir confiance en soi, dans le sens où, même si on échoue, de toute façon, on a ce qu'on a là. On a appris beaucoup de choses. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Vous l'avez, ça y est, vous avez acquis. Et en plus, vous êtes là, vous êtes à MSP, c'est pour apprendre à minimiser le risque. Vous allez faire un business plan, vous allez évaluer votre business, vous allez avoir des gens qui vont valider votre business plan, vous allez prospecter, tout ça c'est pour minimiser le risque. Donc automatiquement ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est pour minimiser le risque. Merci. Alors, tout le monde. Thank you. Donc, j'aimerais faire un commentaire sur ce que j'ai vu et entendu. Et peut-être finir avec une anecdote. Donc évidemment, l'entrepreneur, le meilleur rôle qu'il peut jouer, c'est le sien. Et son rôle, c'est en fait le rôle de risk-taker. Et il aime bien parler de son risk-taker. Donc là, on a vu des entrepreneurs, on dirait une thérapie de groupe. Chacun parle de ce qu'il a vécu, de ses échecs, c'est une manière de parler de ses réussites aussi. Donc, il n'y a pas de règles, ne les écoutez pas à 100% parce qu'il n'y a pas justement de loi absolue qui s'applique à tous. Donc il n'y a que des cas particuliers dans l'entrepreneuriat. Et par contre, dans notre pays, nous avons la communauté des risk-takers, que nous saluons. Nous avons aussi la communauté des risk-averse. Et les risk-averse sont plus nombreux que les risk-takers. Et donc le jeu, c'est justement qui commande qui. Et donc évidemment, vous comprenez que les risk-averse font tout pour que les risk-takers n'apparaissent pas et ne se développent pas et ne prolifèrent pas. Et les risk-takers eux-mêmes sont prosélytes, parce qu'ils ont envie que tout le monde devienne comme eux. Voilà. Mais la vie est ainsi faite. C'est un combat. Et la notion de risque, et c'est là où je voulais un peu revenir vers une notion importante,
Paradoxalement, c'est une notion qui vient de chez nous. Nous avons inventé le mot risque. Le mot risque est un mot arabe. C'est le mot risque. Il a été transformé par les marchands vénitiens en entrepreneuriat no risco, qui était tout simplement une mauvaise traduction de ibtira al-rizq. Donc les marchands arabes utilisaient le mot ibtira al-rizq. Donc ils mettaient un capital, ils investissaient, ils armaient un bateau par exemple, ou une caravane, et ils étaient obligés de se déplacer, parce que l'entrepreneur, à la base, c'est aussi quelqu'un qui se déplace. C'est pas quelqu'un qui est statique, qui reste pas chez lui. Donc c'est quelqu'un qui pousse plus loin le champ du possible, qui va vers les autres et qui va au-delà des frontières. Donc le jeu aujourd'hui, c'est d'aller au-delà des frontières et de justement trouver peut-être d'autres voies que celles qui ont été tracées précédemment. Donc regarder en arrière ne mène à rien. C'est juste une manière peut-être de stimuler une envie, mais tout reste à construire. Et merci beaucoup à ceux qui ont organisé cette séance. Merci à Ali en particulier. C'est le dernier mot, Ali. Ah, t'as une autre question très vite? Yeah, please do. Alors, just briefly in 2 seconds, I will not take it much. Which is about the experience. It's fine, I think I have voice quality that is quite strong. So the thing about the experience, I think it's very important what has been said, that we need to have an early experience. Maybe you shouldn't wait for 5 or 10 years until you get really big experience, so you get your project and to establish a project. You can just start early. So don't wait until you have this mandatory training that is asked by the university to go for your training. You can start your training from the secondary school. You can start your training from the first year to the university level. So because it's very important, it's a matter of discipline. When you wake up in the morning, you have to dress up. You be in time. You should be clean. Learn how to talk to people. You know how to make a presentation. That's extremely important. Today we see a lot of students, they avoid to make a presentation because they are shy. You know what, you can do it when you go to the workplace, when you are obliged to make a presentation. So the day you have a project to present, you need to be able to talk, to explain, to let the message pass. This is one. Second, the discipline of waking up early, meeting people, build your network. This is very important for your marketing later. The third point is that if you cannot start being an employee, you'll not be able to be a good employer. So first of all, you have to start as an employee, then you will be an employer, so you can understand how your employee thinks, what is his expectation, how you can encourage him, motivation, and so on. So this is basically the 3 things. That's just to start early. Don't take this social pressure that we have, well, this is a small job, my dad is just rich. Okay, he's rich, you can go to the States or to Canada or whatever. The dad is rich, but the guy has 16 years old, he's working at a McDonald's, he's taken the minimum salary, he's paying his apartment, and he's paying his school. So don't be shy of working even small job. Go ahead for it. That's just, it will strengthen your personality. It will give you this chance to be able to deal with your environment, and that's extremely important. I hope all the success for you. Quelle banque vous représentez? Tunis International Bank. It's an offshore bank, unfortunately. J'étais surpris. J'ai rarement vu un banquier parler tunisien. Banque à poser, t'inquiète. Hi. Akram Garbout, MSB student. So my question is, how can you explain that Tunisian companies has a problem to implement in other markets, like Europe or America? It's a problem of strategy or organization, I think, well, نبدأ ونعطيك. It depends on the product. It depends on the product. Il met loi 72. On travaille pour les autres. I believe, I mean, it's a question that came to mind as soon as I arrived to Tunis. I could not figure out why the big groups, you know, they keep diversing their businesses instead of being the best in what they do. You know, so the guy who created, I don't know, I don't want to name names, but he has a supermarket chain that is the biggest in Tunisia. And then he has the insurance company, and then he has a shoe company, and then he has, I'm like, why? Why don't you just stick to what you do best and be the best in the world?
That's because, one, it's the mentality. Well, it's historic. There are many reasons. But I think it has, one is part of it is the mentality of businessmen in Tunisia. It's easier to diverse in Tunisia than it is to go outside with one thing. Because once you cross the border, you have many competitors from everywhere in the world. And that's a big obstacle. It's talking about risk, that's more risky for them. At least in the short term, okay? And they're thinking more of their short term, how do I just get rich? Not all of them, but at least that's the way I see it. It's about taking less risk and diversifying locally. It's much harder outside. Second obstacle is the language. We don't have many business people who are comfortable speaking English and doing business in English everywhere in the world. Third one is financial. Tunisia is a small country. When we talk about financing a $1 million project, like, wow, 1 million. I mean, in the US, I could not raise anything less than 5 million. I mean, as a startup, not as a big company, as a startup, no VC would give you money for less than 5 million. No one would give you money for less. So the order of magnitude of financing to go internationally, it's higher. And your competitors are going to be stronger. So for us as a Tunisian company that's going to go internationally, of course I'm not talking about Algeria and the neighboring countries because it's almost the same country. We're close, it's easy. And that's my take on it.